Eh bien, bonjour à tous. L'observation d'un ovni dans le ciel de Tananarive le 16 août 1954 vers 18 h en Madagascar restera l'une des plus exceptionnelles et mystérieuses dans les annales ufologiques. Cette observation, faite au-dessus d'une grande ville par des centaines de témoins, reste à ce jour inexpliquée et de nombreuses hypothèses sont avancées. Parmi les témoins se trouvait ici à gauche de la photo Monsieur Edmond Campagnac, aujourd'hui décédé. Polytechnicien, pilote professionnel, ancien officier de l'artillerie et à l'époque de l'observation, directeur technique d'Air France à Tananarive, dont l'agence était située avenue de la Libération, rebaptisée plus tard avenue de l'Indépendance. Campagnac intégrera plus tard le GEPA, G-E-P-A, première grande association ufologique à prétention scientifique et sérieuse en France, fondée en 1962 par René et Francine Fouéré, dont il en deviendra plus tard président. Cette association menait des enquêtes auprès des témoins et en publiait les comptes rendus détaillés dans une revue qui s'appelait Phénomènes spatiaux. C'est dans cette revue du bulletin numéro 6 du deuxième trimestre 1964, soit 10 ans plus tard, que Campagnac témoignera pour la première fois. Le GEPA, groupement d'études des phénomènes aériens, regroupait des scientifiques et militaires français. Cette association restera active jusqu'en 1977, date où sera créé le GEPAN du CNES. Je vous propose donc de revisiter ce cas à travers son témoignage dans cette revue et tenter de se faire une idée sur cet événement. Je le cite donc. Je ne me souviens plus de la date exacte de l'observation, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'était un lundi du mois d'août 1954. Il était 18 h locales, c'est-à-dire le crépuscule. Le ciel était très pur, pas un seul nuage. L'hiver austral, en effet, se signale sur les hauts plateaux de Madagascar par des ciels d'une pureté extraordinaire. Le premier constellation de la semaine arrivant de France venait de survoler Tananarive et le courrier serait distribué, comme d'habitude, avant 19 h. C'était la sortie des bureaux et les rues étaient pleines de monde. Quelques établissements et commerces étaient déjà éclairés. Je me trouvais devant l'agence Air France avec quelques membres du personnel navigant et du personnel au sol, attendant la distribution du courrier et discutant de sujets très divers. Notre attention fut brusquement attirée par une grosse boule lumineuse d'un éclat vert électrique qui tombait de l'est en suivant une trajectoire rectiligne inclinée d'environ 45 degrés. Cette boule nous fit penser aussitôt à une météorite. Elle sembla frôler le palais de la reine et disparut derrière les collines du sud de la ville. Tananarive, en effet, est bâtie sur un ensemble de collines disposées en fer à cheval dont les deux branches sont dirigées sensiblement nord-sud. Nous nous attendions tous à une explosion violente, étant donné le volume apparent de la boule verte. Rien de semblable ne se produisit. La plupart des passants qui nous environnaient avaient également aperçu la boule. Tous les regards étaient donc dirigés vers le sud. Au bout d'une demi-minute environ, la boule réapparut au-dessus du palais du gouvernement et piqua droit sur le marché, puis, changeant brusquement de direction, elle suivit l'avenue de la Libération sur sa gauche. Sa vitesse semblait avoir diminué et la boule verte apparaissait moins volumineuse qu'au moment de sa première apparition. Lorsqu'elle arriva par le travers de l'agence Air France, nous distinguâmes plus nettement l'objet. Venait en tête une grosse lentille verte très lumineuse, puis, à environ 40 mètres, d'après mes estimations, un fuselage en forme de cigare d'aspect métallique ayant l'éclat de l'aluminium. Aucun hublot n'était visible sur ce fuselage. Il avait les dimensions approximatives d'un DC-4, c'est-à-dire environ 40 mètres. Derrière le fuselage, à une cinquantaine de mètres, quelques flamèches de couleur orange
apparaissait de façon discontinue. Au moment où l'engin emprunta l'avenue de la Libération, l'éclairage de toute la ville s'éteignit, ce qui fit encore mieux ressortir les clairs électriques de la boule. Un silence général régnait, tous les témoins étaient éberlués par cette apparition absolument inattendue. Je constatais que l'engin se déplaçait sans bruit, même pas un léger sifflement comme celui d'un planeur glissant dans l'air. D'après mes estimations et celles des navigants présents, l'engin devait se déplacer à une vitesse de l'ordre de 400 km/h. Lorsqu'il passa par notre travers, il se situait de l'autre côté de l'avenue de la Libération par rapport à nous. Par contre, les témoins qui se trouvaient dans la rue B le voyaient vers nous, ce qui, d'après un simple calcul, permet d'affirmer que l'engin volait à une hauteur d'environ 100 mètres et qu'au moment où il passa par notre travers, nous n'en étions distants que de 250 à 300 mètres environ. L'engin continua sa trajectoire horizontale rectiligne vers le nord et dépassa la gare, puis, changeant encore brusquement de direction, il vira à gauche et disparut derrière la branche nord-ouest des collines. Nous apprîmes par la suite qu'il avait survolé à très basse altitude le parc à zébus, semant une indescriptible confusion parmi les animaux. La durée totale de l'observation depuis son apparition jusqu'à sa disparition derrière la colline nord-ouest fut d'environ 2 minutes. Le lendemain matin, je rencontrai à l'aérodrome d'Ivato un ami qui venait demander du renfort pour regrouper des troupeaux que le passage en rase mode de l'engin au-dessus de la Sake, localité située à quelques 100 km à vol d'oiseau de Tananarive, avait dispersé. Ceci s'était passé la veille au soir, vers 18h, soit quelques instants après le survol de Tananarive. Ce qui laisse supposer qu'après ce survol, l'engin avait adopté une vitesse de croisière de l'ordre de 4000 km/h. Suite à la stupeur que l'apparition de cet engin sema parmi la population de Tananarive, une enquête fut ouverte à la demande du général Fleurquin, commandant de l'air à Madagascar. C'est le révérend Père Coz, directeur de l'observatoire de Tananarive, qui fut chargé de ce rapport. Il était à l'observatoire lorsqu'il vit tomber la boule verte et il pensa d'abord, comme nous, qu'il s'agissait d'une météorite. Le Père Coz, qui vient d'être gravement malade, m'a écrit pour me dire qu'il ferait parvenir dès que possible une copie du rapport. Ce document est un témoignage sans doute unique en son genre, puisqu'on estime environ 20 000 personnes le nombre des observateurs présents au moment du survol par l'engin de Tananarive, et environ 5 000 témoins ont dû être interrogés par le Père Coz. De plus, des centaines d'animaux ont été effrayés par le passage de l'engin. Alors, le témoignage de Campagnac s'arrête là et la fameuse copie du rapport promise par le Père Coz ne lui arrivera jamais. Celui-ci décédera quelques années plus tard, emportant avec lui les conclusions reposant sur quelques 5000 témoignages. Aucune trace de cette enquête n'a pu être retrouvée dans les archives de l'armée de l'air. Il n'existe pas non plus de photos compte tenu de la courte durée de l'observation, à moins qu'elle soit dans ce rapport classé quelque part secret défense. Ce que l'on sait de cette affaire avec plus de certitude est que le prêtre astronome ainsi que Campagnac et les témoins présents avec lui avaient pensé lors de la première apparition de l'objet tombant du ciel à une météorite. Autrement dit, un objet solide d'origine extraterrestre traversant notre atmosphère et s'y écrasant, mais le crash n'a pas eu lieu. La réapparition de l'objet faisant des virages sur les hauteurs de Tananarive pour redescendre au-dessus de l'avenue de la Libération, survoler des quartiers et refaire un virage avant de disparaître,
ne crédite pas l'hypothèse souvent évoquée d'un météore, soit un corps céleste rendu lumineux par son passage dans l'atmosphère terrestre. D'ailleurs, des témoins diront eux aussi avoir vu un objet métallique suivre cette boule. Certains à l'époque envisagèrent l'hypothèse d'un engin d'espionnage soviétique secret, mais vite rejetée. L'hypothèse du prototype militaire avec de telles performances sera également rejetée en raison de la date de l'événement. Reste la piste socio-psychologique ou hallucination collective, mais difficile à tenir du fait des centaines, voire milliers de témoins. Aucune autre explication rationnelle n'a été avancée depuis et l'affaire en est restée au même point. Cet événement est régulièrement cité dans le milieu ufologique comme étant l'un des plus mystérieux. Cette affaire motivera le général de Gaulle à envisager quelques années plus tard la création d'un organisme officiel d'études sur les ovnis, mais ce projet ne sera réalisé qu'en 1977 avec le GEPAN du CNES. A noter également que seul ce quotidien malgache fera état de cette affaire à l'époque dans un article paru le 21 janvier 1955. Il faudra donc attendre 1964 pour que soit publié dans le bulletin numéro 6 du GEPA, dont on a déjà parlé, le témoignage de Campagnac. Plus tard, en 1994, la revue d'ufologie Lumière dans la nuit en fera son numéro 328. Mais c'est en 1999 que ce cas prendra, à mon avis, sa véritable ampleur, car cité par Cometa, la très sérieuse association française d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dans son excellent rapport préfacé par l'ancien président du CNES, André Lebeau. A noter que dans ce rapport, l'observation est datée du 14 août 1954 et non du 16 août 1954. Cette association est aujourd'hui en sommeil. Alors, ce témoignage est-il crédible et que peut-on en conclure ? Tout d'abord, qui était réellement Edmond Campagnac ? Eh bien, on sait qu'il était scientifique de formation, qu'il aurait déclaré avoir été prisonnier pendant la guerre en Allemagne et libéré par les Russes. On sait aussi qu'après avoir terminé sa formation à Polytechnique, il est embauché par l'un des anciens responsables de l'aéropostale, Didier Dora, et sera envoyé à Madagascar comme directeur technique, mais s'occupera aussi de la formation du personnel local, dont celle des futurs commandants de bord étant lui-même pilote professionnel. Campagnac dira de cet événement que des Malgaches avaient déjà observé ce type de phénomène et qu'il n'existait aucune photographie de cette observation, car à cette heure-là, tout le monde sortait du travail et n'avait pas d'appareil photo en bandoulière à ce moment-là. Selon lui, le responsable de l'observatoire a ensuite transmis les témoignages à l'armée de l'air et depuis, ces documents n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque communication de la part des autorités militaires ou politiques. Et quand on lui posait la question « mais pour quelle raison ?», Edmond Campagnac répondait en citant Paul Valéry « La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ceux qui les regardent ». Alors, pour ma part, et même si le contexte de la guerre froide brouille un peu les pistes à cette époque, je ne vois aucune raison de mettre en doute le témoignage sérieux, posé et détaillé de ce polytechnicien, ancien officier d'artillerie et pilote professionnel, même s'il est vrai que faire le récit d'une observation 10 ans plus tard peut faire varier certains détails, mais l'essentiel de cet événement est là et confirmé par des centaines d'autres témoins. Je conclurai donc par appuyer l'hypothèse que Tananarive, ce jour-là,
fut survolé non pas par un, mais deux ovnis en formation. Et je rajouterais qu'il est pour le moins très étonnant que ce rapport ou un quelconque document faisant état de cet événement n'ait jamais été trouvé dans les archives de l'armée de l'air. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine.